Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cet Apur Café qui porte sur les évolutions récentes du paysage urbain parisien et qui a donc lieu à partir de travaux qui sont des travaux à quatre mains, enfin à cinq mains plutôt, qui sont des travaux que nous avons menés l'année dernière justement avec des experts, voilà, ne bougeons plus, avec une série de chercheurs, d'architectes et de chercheurs, pour un peu anticiper les débats que l'on va avoir à l'occasion de la révision du PLU et pour donc poser un certain nombre de choses. Alors, ce document et cette étude, en fait, regroupe quatre contributions qui croisent avec des points de vue différents la même question qui est donc comment est-ce que Paris évolue, sous quelle influence et comment est-ce que on entretient des relations avec ces transformations. Donc la première contribution, celle que vous allez entendre aujourd'hui, est issue d'Alessia De Biase et de Piero Zanini, qui sont tous les deux architectes, anthropologues, membres du laboratoire de recherche architecture et anthropologie de l'école d'architecture de Paris-La Villette, CNRS avec l'UMR et de la Vue. Et puis, les deuxième et troisième contributions que vous avez entendues dans la première partie de ce Tapur Café et sont donc André Lorty et Mathieu Mercuriali, qui sont tous les deux architectes, l'un parlant de la règle au niveau urbain et le second parlant des effets de la règle sur les architectures parisiennes. Et puis, à ces trois contributions extérieures, nous en avions ajouté une autre qui était que nous avons nous-mêmes élaborée en revenant sur l'histoire des règlements parisiens pour essayer de mieux comprendre les modes de fabrication de la ville et la façon dont les paysages urbains se transforment et se mettent en place sous l'influence des règlements. Je passe maintenant la parole à Alessia et à Piero pour une intervention d'environ un quart d'heure qui sera suivie par une intervention de Paul Barouin de la Pure sur la question de l'histoire des règlements parisiens. Voilà, c'est à vous. Merci Christiane, bonjour. Merci de cette invitation à la Pure Café. On part tout de suite, vu les temps contraints. Et en travaillant cette question des expériences du paysage parisien, parce que la question qui nous a fait travailler, c'était celle qui interrogeait de quoi est faite l'expérience du paysage d'une ville et en particulier d'une ville comme Paris. Donc, on arrive au paysage en passant par l'expérience. Ça, c'est les points principaux. Il y a une série de présupposés qu'on a mis en avant. Le premier, c'est que le paysage est une relation, est une forme, un mode de relation au monde, et que donc cette relation ne peut pas présupposer la séparation entre celui qui regarde et l'environnement dans lequel il est inséré. Donc, d'une certaine manière, c'est impossible de séparer le sujet de son expérience et donc de l'expérience qu'il a du lieu dans lequel il habite. Le deuxième point, qui est étroitement lié à celui-ci, c'est que cet accent sur l'expérience du paysage plutôt que sur les paysages en tant que tel, tout court, comme concept théorique, nous intéresse parce qu'elle permet de mettre au centre du discours la dimension du quotidien et du quotidien comme une pratique. Donc, d'une certaine manière, la question de l'expérience du paysage passe par notre manière de mettre en place, de construire, de profiter de cette relation et des moyens qui la facilitent ou l'empêchent, qui la rendent plus paisible ou pas. Et donc, tout ça passe par des choses qui sont
concrètes qu'on peut toucher. Et d'une certaine manière, participe à s'inscrire à notre manière de penser et de percevoir les contextes dans lesquels on habite. Le troisième aspect, c'est que les paysages n'est pas la nature. Ça, c'est important, et c'est important pas simplement parce qu'on est dans un contexte urbain, parce qu'on regarde, on essaye de réfléchir autour de ce qui caractérise ou ce qui fait le paysage parisien, mais en général parce que les paysages, c'est une construction, et cette construction-là, cette relation-là, elle n'isole pas nécessairement quelque chose qu'on pourrait appeler et définir comme nature, comme quelque chose qui est autre, qui est un objet en soi-même, séparé de nous et de notre manière d'être, mais ça constitue un ensemble beaucoup plus large, beaucoup plus général. Quatrième aspect, c'est que l'évolution d'une ville, la transformation urbaine, participe à la manière dans laquelle cette expérience a lieu, s'est construite, est mise en parole, est discutée et mise en avant pas que par les habitants, mais aussi par ceux qui la ville la fabriquent ou la gèrent ou l'administrent. Donc, ces quatre présupposés sont un peu la base sur laquelle on a construit notre réflexion dans ces cadres. Donc, par quoi passe alors l'expérience du paysage parisien? Elle passe par une série d'éléments qu'on essaye de déployer rapidement. Le premier élément, c'est la prise en compte de la présence humaine comme quelque chose de très important, quelque chose qui participe à la sensation d'être dans un environnement dense et riche des signes et des significations, et qui s'appuie sur tout un tas d'éléments qui peut aller des bruits aux lumières des fenêtres, aux activités, la présence des activités commerciales au rez-de-chaussée, des marchés, tout ça. Tout ce qui, d'une certaine manière, on peut catégoriser sous l'idée d'intensité urbaine et qui dialogue avec, surtout dans un cas comme Paris, avec aussi la densité d'activités commerciales et non qu'on peut retrouver dans la ville. Et qui prend et qui s'appuie aussi sur les morphologies, d'une certaine manière, qui font la ville. Cette expérience, elle est sensible au sens large du terme, c'est-à-dire on a l'habitude de penser les paysages comme quelque chose qui est lié à la vue. Bien sûr, c'est ça, historiquement, c'est quelque chose qui a structuré de manière très forte notre perception du paysage. Mais pour nous, ça ne se limite pas à la vue, elle touche à tous les sens, à l'ouïe, à l'odorat, au goût, on peut dire aussi, au toucher, c'est-à-dire prend en compte la matérialité des surfaces, la matérialité des choses, et essaye de prendre tout ça comme un ensemble et pas simplement comme des éléments isolés. Donc, quand on regarde, on sent aussi, on touche aussi, on essaye, l'effort, c'est de ne pas séparer ces éléments. Ça, c'est le troisième aspect, c'est-à-dire la question des différentes échelles. Parce qu'en fait, pas simplement pour les regards, encore une fois, mais en s'appuyant aussi sur les regards, cette question des échelles est très importante parce que dans l'expérience de tout habitant, on observe plusieurs, même il y a certaines rues parisiennes, par exemple, qui ouvrent d'une manière très forte sous des perspectives très lointaines. Et il y a d'autres cas dans lesquels les échelles sont plus réduites, mais ce qui est intéressant, c'est que cette expérience s'est construite et s'appuie constamment sur un imbriquement d'échelles, à la fois spatio-temporel, qui participe à la constituer d'une manière très, très forte. Le quatrième point qu'on invite à réfléchir, c'est la prise en compte de la dimension temporelle.
Donc, le paysage, on a dit, ce n'est pas simplement la nature et ce n'est pas simplement une question spatiale, mais c'était aussi une question temporelle. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on a mis en lumière la question du quotidien dans nos présupposés. Dans la vie de tous les jours, nous construisons notre agencement, disons, temporel par des durées, et ces durées-là sont occupées par des paysages que nous souhaitons aussi parcourir. Et cette question-là est aussi liée au fait de faire l'effet de pouvoir expérimenter, mais en avoir surtout l'expérience et pouvoir l'objectiver du fait que nous avons des rythmes qui séquence énormément notre vie quotidienne et notre manière d'en faire l'expérience du paysage. Pensons par exemple quand nous sommes dans une queue, alors dans cette période tout particulière de cette dernière année, les queues, c'est quelque chose qui nous concerne. L'expérience temporelle du couvre-feu, par exemple, qui réduit aussi notre vision du paysage. C'est-à-dire que cette vision spatio-temporelle, elle n'est particulièrement chère et d'un côté, c'est non simplement la question des jours et nuits. Nous savons très bien, bon, on a mis cette photo exprès, que l'expérience que nous faisons d'un paysage du jour n'est pas la même que des nuits, mais nous avons aussi toute la question saisonnière qui est vraiment très important à prendre en compte. Ensuite, je retourne sur un des présupposés, mais qui pour nous est vraiment très important, c'est la prise en compte de la transformation urbaine. Alors, pourquoi elle est pour nous importante? Parce que nous faisons l'hypothèse, mais je pense que c'est plus qu'une hypothèse, que Paris a traditionnellement, on peut le dire, a la tradition de vivre et de se construire en tant que ville et en tant qu'expérience des villes autour d'une idée de transformation urbaine. C'est-à-dire que depuis plus qu'un siècle et demi, la question de la transformation urbaine est un sujet, dans le sens que les Parisiens participent, et sur ça, le baron Haussmann a été génial, dans le sens qu'il a compris l'enjeu du chantier, l'enjeu de mettre en scène même les chantiers et les transformations urbaines pour faire en sorte que les habitants de cette ville, les citadins de cette ville, puissent apercevoir comment la ville se transforme et que cette transformation-là fait aussi partie du paysage. Et après plusieurs recherches autour de cette question, nous sommes particulièrement convaincus que les Parisiens suivent les transformations, dans le sens que le fait de les suivre et de pouvoir situer ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, où ils sont, etc., fait partie de la connaissance et de l'expérience du paysage parisien qui ne se veut pas fixe et bloqué, mais qui se veut mouvant. Enfin, mais ce n'est pas la dernière, de la prise en compte, c'est la question de la mobilisation habitante. C'est-à-dire que nous avons pu suivre des expériences, des politiques publiques menées par la mairie de Paris autour de les pieds d'arbres. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est dans ces cadres, c'est regarder que autour de ces petits espaces, c'est des 4 mètres carrés grand maximum, nous avons une magnitude, c'est qu'on appelle une magnitude très importante. C'est-à-dire que autour de ces petits lieux, en réalité, on a des réseaux d'acteurs qui sont incroyables. Et au-delà du jugement, ça me plaît pas, c'est quelque chose qui me touche ou pas. La chose qui est intéressante, c'est que ces petits lieux, fondamentalement, demandent de l'attention, du soin, un investissement, et ils n'existent pas sans la présence humaine. C'est-à-dire que, mais sans la présence humaine, des gens comme nous dans la rue, mais des gens qui ont décidé de s'investir. Et donc, cette prise en compte
de cette mobilisation habitante, elle est très importante aussi, parce qu'elle donne une valeur, une magnitude, si vous voulez, à quelque chose qui a une forme, certes, qui est très petite, mais qui en réalité, elle cache derrière énormément d'investissements citadins en vue et pour cette ville. Donc, nous passons aux conclusions parce que c'est les moments est arrivé et nous sommes dans les temps. Donc, assumer donc que les paysages fait partie et nourrit l'expérience de la vie urbaine et que celle-ci se structure aussi à partir des transformations de la ville métropole. C'est-à-dire que, et je ne reprends pas ce que je viens de dire, mais qu'il ne faut pas penser que l'on sauvegarde une vue parisienne, des vues parisiennes un peu bloquées comme des monuments, mais plutôt, ce qu'on devrait sauvegarder, c'est l'idée de pouvoir toujours avoir accès à cette transformation. C'est-à-dire de pouvoir continuer d'être surpris de cette transformation urbaine, de cette ville qui change et de l'effet de pouvoir justement pouvoir continuer à poursuivre cette tradition parisienne. Ensuite, c'est considérer la variété des dispositifs qui font paysage. Par exemple, en prenant en compte le fait que le support du paysage n'est pas forcément toujours le sol et les niveaux zéro. Mais comme on a dit tout à l'heure, il y a différentes échelles, il y a différentes sensorialités, il y a les temps à prendre en considération, il y a toute la question de la mobilisation. Donc, le paysage, ce n'est pas simplement une affaire de sol et une affaire des natures au sol. C'est quelque chose qui est beaucoup plus englobant. Et enfin, assumer que le patrimoine urbain ne se réduit pas aux bâtis et aux monuments, mais il demande de prendre en compte une ambiance, donc cette question que je vous disais à 360 degrés, composée où la forme, les propositions urbaines, les espaces vides, etc., s'accompagnent nécessairement au vécu et à une expérience du paysage. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors maintenant, je vais passer la parole à Paul Barouin, qui lui va vous parler non seulement d'une façon totalement différente de la question du paysage, puisque lui, il apprend à partir de la question réglementaire et à partir de la façon dont le texte juridique et donc le cadre dans lequel on fabrique la ville façonne le paysage. Je vais vous parler du paysage sous la forme, sous l'angle de la règle. Donc c'est un travail qu'on a souhaité associer aux réflexions qui vous ont déjà été présentées, qui avait pour objectif de revenir sur la façon dont les règles successives ont modelé le Paris dont aujourd'hui on hérite. Et donc avec cette idée que les règlements, ils traduisent à chaque fois et à chaque époque des enjeux qui sont propres à leur époque. Et dans le cadre des réflexions qu'il y a en ce moment sur la révision du PLU, il nous semblait important de remettre en perspective toute cette histoire du règlement. Voilà. Donc, on va l'aborder, cette règle, sous des angles qui sont vraiment des extraits de tout ce qui concerne la règle urbaine, et surtout sous l'angle de la question morphologique. Donc, quelles sont les prescriptions morphologiques successives qui ont constitué le bâti parisien, qu'est-ce qu'elles ont donné comme forme urbaine, et quel paysage est issu de ces règles. Et donc, ce qu'on a proposé pour avoir cette lecture des règles, c'est d'avoir une analyse en deux parties. Une première autour du paysage de la rue, qui est un élément fondamental de la façon dont la règle a été structurée dans l'histoire de Paris. Et puis une deuxième qui est le paysage des intérieurs des îlots, qui est un paysage qui est moins visible, mais qui est néanmoins très important dans Paris. Alors, déjà, voilà, je voulais montrer avec cette slide les différentes gabarits sur rue. Il faut savoir que c'est autour de la définition de la rue que sont apparus les premiers règlements, avec au XVIe siècle, sous Henri II, des premières intentions
sur la question de la façon dont on règle l'espace public, avec des premières ordonnances qui préconisaient la démolition des maisons qui sont hors des alignements. Et du coup, ça marque le passage un peu de la ville médiévale, vernaculaire, à une ville moderne qui est caractérisée par une conception de la rue qui est un espace inaliénable sur lequel on n'a pas le droit d'empiéter. Cette préoccupation, elle a conduit sous Henri IV à la première règle qui énonce les principes de l'alignement, avec l'apparition d'une figure qui persiste encore aujourd'hui, qui est celle du gabarit sur rue, qui définit une enveloppe maximale constructible qui est définie par une hauteur de verticale et un couronnement. Et jusqu'en 1961, qui constitue un moment de rupture, on va y revenir, on a ce principe qui a perduré et qui a connu des variations, mais qui a défini le paysage parisien qui est ancré dans l'imaginaire collectif de la rue avec son alignement. Si on le regarde en détail, on voit donc en 1783 des premières règles qui proposent un gabarit avec les principes que j'ai énoncés, façade et couronnement, qui tient compte de la largeur des voies, avec des voies qui deviennent conditions de la construction, avec des largeurs de 10 mètres minimales à établir pour les créations neuves, et puis des principes d'élargissement des voies existantes. Et donc, on a ensuite cette figure qui va évoluer dans le temps. Alors, avec une première étape qui est le règlement haussmannien, qui reprend exactement ces principes près d'une centaine d'années plus tard, en ajoutant un étagement supplémentaire en lien avec la création de voies plus larges. Et donc, c'est une vraie continuité sur des périodes très longues de ces règles de gabarit. On voit en 1882 qu'on commence à avoir des systèmes qui permettent une augmentation des hauteurs de façade et puis un gonflement des gabarits qui permettent de mieux rentabiliser, en tout cas de construire, et qui sont aussi des possibilités qui ont été saisies de surélever le bâti existant, qui fait que Paris s'est reconstruit sur lui-même, et qui est en 1902 qui est encore confirmé avec un règlement qui offre encore plus de possibilités de construire, avec des gabarits qui sont plus souples et plus libéraux, avec sous l'impulsion de Louis Bonnier, avec des principes de verticale sur rue qui préexistent, mais des gabarits qui ne finissent plus sur une horizontale, mais qui filent vers des obliques, qui préservent l'éclairement de la rue, mais en même temps permettent d'avoir des hauteurs bien plus importantes sur le cœur d'îlot. Donc cette période, elle a été, malgré ces différences qui ont conduit à chaque fois à pouvoir construire un peu plus, et donc qui ont permis à Paris de se reconstituer sur lui-même, dans une vraie familiarité. Et on a en 1967 une rupture qui est radicale de ce système, avec les principes de la charte d'Athènes qui prennent corps dans le règlement parisien. Et on a, j'ai pris ici un élément du rapport de présentation du PUD qui est assez clair, avec cette volonté de faire changer l'aspect de la ville. On ne s'y déplacera plus entre des murs parallèles, dans des rues, mais dans des espaces où alterneront bâtiments et plantations. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, et la règle, tout d'un coup, se détache du principe qui était là jusqu'alors, même si le principe de l'alignement, même si des architectes ensuite à la charte d'Athènes avaient commencé à s'inscrire dans le règlement de 1902 en le remettant un petit peu en question, avec Auguste Perret, Le Corbusier, Henri Sauvage, qui proposaient des systèmes de gradins, des systèmes de cours ouvertes. Là, on a un système qui va créer un urbanisme qui est très différent. Alors, j'ai pris un exemple ici, une photo où on voit les Olympiades qui cohabitent avec des tissus plus anciens, et puis sur la gauche, ces bâtiments qui se sont implantés en retrait de l'alignement. Donc, en réaction à ce mouvement qui a été perçu de façon un peu violente par rapport au respect du tissu parisien, on a le poste de 77 qui marque un vrai retour à la ville constituée, avec des objectifs qui sont clairement énoncés, de renoncer
de revenir à la ville constituée. Il faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps. Et donc, on revient à des gabarits qui sont très proches des gabarits historiques, avec des abaissements des hauteurs de construction. Et puis, la partition de la parcelle entre la bande E et puis le cœur d'îlot. Et donc, le poste de 77, cette préoccupation de retour à la ville constituée, elle l'exprime à travers des études qui prêtent vraiment attention à ce qu'est la ville, avec des zonages qui sont beaucoup plus fins, qui sont par secteur, la mise en place de filets de hauteur qui manifestent aussi la volonté en plus du règlement, de sortir pour pouvoir respecter le paysage préexistant, sortir des règles de prospect générales pour autoriser la reconstitution de ce que permettaient les règles anciennes. Donc ça, c'est tout le dispositif des filets de hauteur qui permet cette possibilité. Et puis, en 2006, le PLU adopté reprend ces principes avec toujours ce principe d'une politique urbaine qui s'appuie sur la politique et sur sa nature existante, et en plus avec tout un volet de protection patrimoniale qui apparaît, et puis la création d'une zone UG générale avec des règles qui s'appliquent à l'ensemble de Paris. Ces règles, depuis 2006, elles ont évolué de façon prudente. On a des évolutions qui sont liées à des modifications des prospects, avec des P+2 qui passent à P+3, P+3 qui passent à P+4. Mais on a aussi des mesures qui commencent à prendre en compte la question environnementale, qui permettent le dépassement des gabarits pour des raisons d'agriculture urbaine, de mise en place de ressources d'énergie renouvelable. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses aussi qui ont évolué à travers des dispositifs qui sont présents dans le PLU, qui procurent une certaine souplesse et qui ont donné lieu à la création, enfin qui ont permis en tout cas la création de tissus et de paysages en rupture, avec par exemple Batignolles, où on a des dispositifs d'auteur maximale constructible qui ont permis de faire des 50 mètres, des gabarits sur rue qui reprennent ces principes de gabarit mais avec des hauteurs qui sont très différentes, qui conduisent à créer des tours du haut, des secteurs dans lesquels le plafond de hauteur a été modifié. Donc voilà, donc on a aujourd'hui, on voit que sur la question sur rue, on a eu une croissance de la constructibilité assez continue depuis la création des règlements. Deuxième partie, c'est la question des paysages des intérieurs d'îlots. Alors ça, c'est un élément qui est pris en compte beaucoup plus tard. Jusqu'au XXe siècle, le règlement, c'est celui de la voirie. Et c'est au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, avec l'hygiénisme, qu'on introduit des dispositions qui sont plutôt au départ d'aérer les tissus extrêmement denses, et puis qui deviennent petit à petit des principes de prospect qui prennent en compte la nécessité d'avoir des qualités d'habitat aussi dans les cœurs d'îlots. En 1950, apparaît le gabarit de propriété, lui, qui devient une manière de considérer la limite parcellaire comme quelque chose duquel on met une distance et qui est ensuite renforcée par le PUD, où là, la question de la limite parcellaire et du rapport à la rue est complètement remis en question par les principes qu'on a déjà évoqués sur les gabarits sur rue. Et on voit apparaître des coefficients d'occupation des sols qui sont les éléments de gestion de la densité, des emprises de construction limitées à 60%, etc. Et des remises en question de la mitoyenneté dans les parcelles. Aujourd'hui, on a le PLU qui s'inspire beaucoup de ce qu'avait mis en place le POS, avec des principes de construction en limite séparative dans les parcelles, au-delà de la bande E, qui sont dictés par des distances minimales qui permettent d'ouvrir des vues principales, et puis par des règles par rapport aux autres bâtiments, des surfaces minimales de cours, et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la modification, on a des dispositions nouvelles qui commencent à poser la question, qui commencent à introduire la question environnementale dans la façon dont la règle évolue, et certainement va continuer à évoluer, qui sont les articles 13 et les articles 15, qui commencent à se poser la question de la construction. On a vu que la règle qui était issue d'une préoccupation de gabarit
elle est en train de devenir une préoccupation de savoir comment on construit avec la question de la performance, la question de la végétalisation du bâti, de l'agriculture urbaine qui s'installe. Pour conclure, quelques enseignements de ce travail, c'est le constat à travers nos observations, que le règlement, c'est un outil qui modèle durablement les paysages de Paris. On voit bien la façon dont ces gabarits ont fabriqué ce dont on hérite, que ces règlements, ils bloquent ou ils incitent les évolutions du bâti existant. Et donc ces règles morphologiques, elles sont à utiliser aussi pour permettre d'engager les transformations qui seront nécessaires pour adapter la ville à tous les enjeux environnementaux et sociaux qui sont devant nous. Et puis, la question des intérieurs d'îlots influe sur la qualité de vie de la population qui y réside, qui y travaille. Et ça, c'est des choses également extrêmement importantes dans la période qu'on traverse. Paul, tu as dit des choses très, très précises. Tu as été très rapide et on les a... Mais je trouve que quand tu as parlé des différentes étapes et de ce que le règlement jouait comme rôle, ça m'a paru très, très pertinent. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens de la DU qui étaient connectés. Je pense qu'il faudra écrire ça sur un bout de papier parce que ça pourra nous servir dans les semaines qui viennent. Voilà, si je peux me permettre. En disant le rapport entre le PLU et les ambitions d'une société. Ce qu'une société veut faire passer comme message. Voilà, donc c'était des compliments. Merci. C'est des choses qu'on aura l'occasion de redire dans toutes les étapes. Et Alessia, on a déjà échangé beaucoup sur le pied d'arbre en particulier. Donc, c'était vraiment, je pense que c'est des moments, ces moments de réflexion partagés seront vraiment, vraiment importants et il faut en faire des bouts de compte-rendu. Comme c'est enregistré, il faut vraiment qu'on prenne quelques mots là-dedans. On dit des choses dans ces temps contraints qu'on n'arrive pas à dire aussi bien quand on a plus de temps ou quand on est dans la production du document. Je partage l'avis de Dominique Alba, mais je le pousserai encore plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, ça serait super intéressant, par exemple, à partir de la question des rez-de-chaussée, de voir de quelle manière ces règles-là impactent les possibilités du quotidien, c'est-à-dire prendre la règle comme quelque chose qui participe simplement à la fabrication de la ville, mais participe à la construction sociale du quotidien de ses habitants. Et là, je pense que ça serait super intéressant, surtout dans une ville comme Paris, dans laquelle il y a une densité, une richesse et une variété de situations et d'activités qui est très particulière, on peut dire comme ça. C'est un travail qu'on va entamer dans les quartiers de gare du Grand Paris. Parce qu'à Paris, encore, on a de la chance d'avoir plus de 63 000 commerces à rez-de-chaussée ou activités, donc on a beaucoup de choses. Et je dirais même si on sait qu'il va se passer des choses sans doute très complexes dans les mois qui viennent, mais dans le Grand Paris, on en a très très peu en fait d'activités à rez-de-chaussée. Et là aussi, on a des contraintes réglementaires qui les facilitent ou qui les empêchent. Et réglementaires d'un point de vue urbain et aussi sur la manière dont sont passés les baux commerciaux. Donc on est en train de travailler là-dessus avec les services de l'État et la Société du Grand Paris, collectivité par collectivité. Donc vous voyez, on n'a pas peur, on retrousse les manches et on y va, quoi. Mais vous avez raison, c'est un super sujet, quoi. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué, mais bon, il faut s'en occuper. Moi, je voulais juste revenir sur cette idée, enfin, sur la raison pour laquelle on a croisé les points de vue, quoi. Et sur le fait, justement, que par rapport à tout ce que tu viens de dire, Dominique, c'est hyper important pour nous de ne pas considérer que la ville est purement le bâti. Et que la ville n'est pas purement, par exemple, un paysage que l'on sauvegarde, comme tout à l'heure, Cécile a souligné, en disant qu'il ne fallait pas considérer les choses ainsi, parce que si on les considérait ainsi, c'est à côté des enjeux, on passe aussi à côté de ce qui fait société et de ce qui fait qu'à un moment donné, les règles qu'on met en place ou la façon dont on gère finalement le cadre bâti, a une incidence extrêmement forte sur les questions sociales. Alors, ça paraît idiot de le dire comme ça, mais c'est souvent, on ne croise pas ce sujet-là. On parle du paysage, par exemple, très souvent, comme on parlerait d'un tableau. Et non pas par le fait que ça a une incidence très forte sur la vie quotidienne des gens, y compris sur la qualité de leur vie et sur la façon dont ils considèrent que c'est pas pareil d'habiter dans des endroits qu'on juge beaux ou dans des endroits qu'on juge insupportables physiquement tous les jours, quoi.
Et donc, pour nous, c'est très important, ça, au moment où on discute du PLU et où on a souvent tendance à séparer les choses, quoi, entre le contenu et le contenant, quoi, entre les gens et le cadre bâti. Voilà. Sachant qu'il y a quand même des liens, enfin, on est passé très vite, mais là, sur la question de l'alignement, c'est aussi derrière la question de l'urbanité qu'offre le paysage, enfin, la rue en tant que fonction, quoi. Et on voit aussi tout le retour d'expérience sur les grands ensembles, où il y a un vrai déficit d'urbanité qui n'est pas compensé par l'abondance d'espaces libres. Donc, c'est des points qui sont, enfin, dans la forme urbaine, il y a des éléments qui sont quand même très déterminés en réalité. Je pense notamment à cette question de la rue et de l'unité de vie urbaine et à la fois de déplacement et en même temps d'adresse qui fabrique à la fois l'identité de Paris et sa qualité, sa capacité à développer des centralités, à avoir du commerce de proximité, etc., qui sont extrêmement importantes à prendre en compte dans la façon dont les règles morphologiques sont établies. Voilà, merci à tous. Merci de l'invitation. Au revoir. Merci à tous.